Nous sommes le jeudi 15 juin 2023 et vous écoutez le 12e et avant-dernier épisode de la 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse aux optiques et plus particulièrement aux principaux termes techniques qu'il est important de connaître et comprendre quand on s'intéresse aux objectifs photo. Nous recevons pour l'occasion et pour la première fois à nos micros l'ingénieur en optique et traitement d'image Timothée Cognard, avec qui nous allons tout vous expliquer. Cette émission est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Et c'est parti pour ce 12e épisode de la 6e saison du podcast. Benjamin, toujours à mes côtés, le mardi matin au studio. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien, comme tous les mardis matins. Un peu d'appréhension, je le cache pas. J'ai l'impression d'être, tu sais, face à un épais dictionnaire étant littéralement là, mais... Et donc, je vais essayer de m'accrocher. T'inquiète pas, Timothée sait très bien expliquer les choses. Salut Timothée, comment vas-tu ? Salut Arthur, salut Benjamin. Merci de me recevoir ici. Je vais essayer d'expliquer au mieux. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un programme assez fourni. Ouais, c'est dense. On a un programme dense. Je croise les doigts pour qu'on arrive au bout de toutes les notions et termes que l'on doit essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors Timothée, si tu le veux bien, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Alors tu es un photographe passionné depuis plus d'une dizaine d'années avec une affection particulière pour la photo de presse et les portraits. Niveau matos, tu utilises un réflexe Pentax K1 et plus récemment un hybride Lumix S5. Tu as suivi une formation d'ingénieur en optique et traitement d'image et es doctorant en physique appliquée à l'imagerie de smartphone. Tu as d'ailleurs conçu et breveté l'optique pour smartphone la plus lumineuse du monde avec une ouverture de f1. Actuellement, tu partages ton temps entre la mise au point de caméras pour des applications industrielles et la vulgarisation de la science de la formation des images. Tu signes d'ailleurs des articles passionnants que l'on peut retrouver sur Les Numériques, Feu Focus Numérique ou encore Pétapixel. Et Pétapixel, oui, donc tu collabores avec eux. On parle souvent ici d'IP Review aussi, qui semblait s'être arrêté finalement, qui n'est toujours pas arrêté. On continue à avoir des news dessus. Ouais. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il est toujours encore un petit peu alimenté ce site-là. Et d'ailleurs, tant qu'on est à parler de Pétapixel, alors on avait dit que d'ePreview, les deux têtes d'affiche du site d'ePreview étaient passées chez Pétapixel et ils viennent de lancer leur premier podcast en anglais. Alors, je ne me rappelle plus le nom exactement que ça a, mais bon, voilà, écoute, on est suivi par Pétapixel, moi je trouve ça plutôt classe. Ok, écoutez, voilà pour les présentations, on attaque l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance un ultra grand angle ultra lumineux. DxO continue d'enrichir sa base de profils de correction optique et Nikon pousse son Z9 encore plus loin dans les automatismes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma lance une nouvelle optique en gamme Art, une focale fixe qui devrait faire le bonheur des amoureux d'astrophotographie. Il s'agit d'un ultra grand angle de 14 mm offrant une ouverture maximale de f1.4, une première. Cet objectif est conçu pour les hybrides, couvre le format 24-36 mm et est décliné en monture Sony E et L. Cette nouvelle optique complète la gamme Art f1.4 de Sigma qui dispose de 6 focales fixes, un 14 donc, mais aussi un 20 mm, un 24 mm, un 35 mm, un 50 mm et un 85 mm. L'optique est composée de 19 lentilles réparties en 15 groupes avec 3 verres FLD à faible dispersion, 1 verre SLD à très faible dispersion et 4 lentilles asphériques. Pour la mise au point interne, on retrouve la motorisation autofocus linéaire HLA. La distance minimale de mise au point est de 30 cm avec donc un rapport de grossissement de 0,08 fois. Sur la balance, il faut compter un peu plus d'1 kg et niveau encombrement,
10 cm de diamètre et 15 cm de long. L'objectif dispose d'une construction renforcée contre la poussière et les éclaboussures. Il dispose de 2 bagues de réglage, d'un interrupteur de verrouillage de la mise au point et d'un bouton personnalisable. On retrouve aussi un pare-soleil fixe intégré qui permet de protéger la lentille frontale bombée et d'un porte-filtre arrière. Il est également équipé d'un collier de fixation trépied. Le nouveau Sigma 14 mm f1.4 DGDN Art sera disponible dès le 23 juin et proposé au prix de 1 599 €. DxO continue de développer et d'enrichir sa base de données de correction optique et annonce l'ajout de plus de 1400 nouveaux modules. On retrouve désormais la prise en charge de nouveaux boîtiers avec le Nikon Z8, le Sony ZV-E1 et les drones DJI Mini 3 et Mavic 3E, ainsi que de nouvelles optiques, le 800 mm Nikkor et une sélection d'objectifs chez OM System, Sigma, Yongnuo, Tamron et Panasonic. Pour rappel, l'objectif de ces modules optiques est de permettre aux photographes d'obtenir les meilleurs résultats possibles avec leurs boîtiers et leurs optiques. Au total, ce sont pas moins de 84 000 combinaisons boîtiers optiques qui sont disponibles. Les modules optiques DxO intègrent une optimisation par zone de l'image du piqué, une correction des distorsions, une suppression des aberrations chromatiques et une correction du vignettage sur mesure pour un couple boîtier optique. Et enfin, pour terminer, Nikon vient de mettre à disposition la version 4 du firmware de son vaisseau amiral, le Z9. Au programme, surtout, une nouvelle fonctionnalité qui devrait faire frémir ou exciter les photographes d'action, le déclenchement automatique. Désormais, il est possible de mettre l'appareil en totale autonomie et de paramétrer les critères de déclenchement en photo et en vidéo grâce à la détection de mouvement. L'idée est d'offrir aux utilisateurs la possibilité de prendre des clichés à distance sans devoir rester derrière son appareil. De plus, Nikon ajoute une fonction de pré-déclenchement pour sécuriser autant que possible la prise de vue de l'instant décisif. La version 4 du firmware de Nikon est déjà disponible et accessible gratuitement depuis le site internet de Nikon. Bon, voilà pour l'actu cette semaine. Bon, alors une nouvelle optique Sigma Art, ça fait toujours plaisir. Un ultra grand angle qui plus est pour l'astrophotographie. Et Nikon qui pousse le curseur de l'automation encore plus loin avec cette nouvelle fonction de déclenchement automatique. Moi, ça me fait personnellement un peu flipper. Ça dépend, ça peut être aussi vachement bien pour les photographes de sport, notamment au JO, qui photographient et qui laissent un autre boîtier à côté d'eux pour saisir des choses qu'ils ne saisiraient pas eux-mêmes. Ça permet finalement d'engranger plus d'images. Après, faut voir sur le terrain comment on gère ça et surtout comment on gère le flux pour l'envoi direct des JPEG, par exemple, ou au desk, etc. Moi, je trouve que ça pose des questions intéressantes. Après, l'optique Sigma, elle est super, super séduisante sur le papier. Et on en parlait avant d'enregistrer avec Timothée. Tu évoquais, toi, le 105 F1.4 qui est conçu pour les réflexes, Ouais. du coup. Et c'est vrai que ces optiques-là, avec une très grande ouverture et un poids colossal, ça résulte finalement de choix optiques forts pour limiter les défauts au maximum. C'est un peu le même concept, je pense, que ce qu'avait fait Zeiss à une époque avec les Otus. C'est vraiment nos limites en termes de dimension et on essaie d'avoir la meilleure qualité et on ignore le problème du poids. Et je pense que pour des critères d'astrophotographie, ça peut totalement faire sens parce que si la personne est sur un trépied, etc., de toute façon, quelque part, le poids n'est pas vraiment un souci. Là où effectivement on le voit un peu moins bien, c'est si on a envie de faire de la photo de concert, ce qui pourrait être une autre application, hein. On pourrait dire, voilà, Ah, j'ai tout à fait. envie d'avoir un grand angle avec une ouverture suffisante pour pouvoir voir, même dans des conditions de luminosité pas terribles. Surtout qu'en vidéo, avec un ratio x1.5, la plupart du temps en 4K 50p, ça devient une optique super intéressante, quoi. Ça peut être hyper intéressant, mais le problème, c'est que là, du coup, ça devient un peu trop gros pour ça. Alors, peut-être que Sigma va nous faire une version cinéma de cette optique. Moi, je parierais peut-être là-dessus, parce Ah que oui, je ouais. verrais bien des applications cinéma aussi. Donc, il y aura peut-être une nouvelle version derrière. Et j'ai une petite interrogation, moi, toujours par rapport à ce type d'optique, et le fait de pouvoir mettre des filtres à l'arrière. Ça, c'est quelque chose que, typiquement, moi, je fais jamais. J'utilise plutôt des porte-filtres. D'ailleurs, le pare-soleil n'est pas amovible, mais il existe des systèmes qui permettent, notamment chez Nissi, qui permettent de greffer le porte-filtre sur le pare-soleil.
ça vaut le coup de mettre des filtres à l'arrière, de couper des gélatines. Ça se fait encore. Ça paraît presque d'un ancien temps. L'intérêt de base de mettre le filtre à l'arrière, c'était d'avoir un filtre plus petit en fait. Ouais. Et donc, comme le filtre a tendance à se payer à la surface, plus il est En petit. mètre carré. Ouais, c'est ça, non mais c'est quasiment ça. Enfin, je veux dire, plus il est petit, mieux c'est. Le problème, c'est que, en fait, s'il est mal aligné, etc., ça peut provoquer des problèmes sur l'image finale. Elle peut avoir des défauts de planéité ou des choses comme ça. Donc, moi, j'aurais tendance à préférer aussi mettre le filtre devant, même ne serait-ce que pour pouvoir le changer plus vite, en fait. Mais après, il faut voir ce que Sigma va nous proposer, hein. Peut-être qu'ils auront des montures spécialisées avec des filtres préinsérés ou des choses comme ça. Je sais pas. Alors, tant qu'on est dans la thématique de l'optique, et c'est la thématique évidemment de cette émission, mais vis-à-vis des actus, il y a aussi Irix, qui est un constructeur d'optique dont on parle assez peu, qui se lance sur la monture E avec la déclinaison de 2 de ses objectifs conçus initialement pour le monde du réflexe, un 15 mm 2.4 et un 150 mm f2.8 macro. Alors c'est un recarrossage, donc ça reprend à peu près la même philosophie que Sigma à l'époque, quand ils ont voulu aller très très vite pour pouvoir avoir une gamme complète en monture Sony E. Donc en gros, c'est la même optique, mais avec un fût un tout petit peu plus allongé pour compenser le tirage mécanique plus faible intégré sur les hybrides. Et alors au niveau des prix, donc c'est des optiques à mise au point manuelle, mais au niveau des prix, le 15 mm 2.4 va être proposé au prix de 674 € et le 150 mm au prix de 695 €. Voilà. Et juste également une petite annonce, il y a Fujifilm qui va se lancer dans une espèce de tournée d'été, le Fujifilm X-Series Tour 2023, avec un bus qui a été complètement décoré avec les couleurs de Fujifilm, qui va faire une tournée dans 10 villes en France et grâce auquel vous allez pouvoir découvrir, prendre en main et tester les derniers boîtiers de la série X et notamment le XS20 dont on a parlé il y a quelques semaines. Alors, il va y avoir aussi des workshops avec des photographes ambassadeurs, donc ça c'est sur inscription. Il y aura des concours pour bénéficier d'offres spéciales. Et pour ce qui est des prochaines dates, vous pourrez retrouver ce bus sur la place du Nombre d'Or à Montpellier aujourd'hui, jeudi, au moment de la diffusion de cette émission. Demain à Aix-en-Provence, samedi prochain à Nice, le 20 juin à Lyon, le 22 juin à Nancy et enfin le 24 juin à Paris. Voilà pour les actualités cette semaine. On passe gentiment à la suite et on attaque ta story, ta chronique hebdomadaire. Benjamin, alors cette semaine, tu vas nous parler du One More Things, la nouvelle révolution d'Apple qui vient tout juste d'être annoncée. La story vous est présentée cette semaine également par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. One More Thing. Le temps s'est arrêté lors de la Worldwide Developers Conference 2023, grande messe annuelle organisée par Apple à l'attention des développeurs lorsque Tim Cook, CEO de la marque, a prononcé cette formule rendue magique par Steve Jobs, devenue aussi culte que le What Else de George Clooney. En quête d'un effet waouh depuis qu'elle a dévoilé l'Apple Watch il y a près de 10 ans, la firme californienne a orchestré les roulements de tambour autour du Vision Pro. Pourtant, à première vue, rien de bien révolutionnaire. Le Vision Pro ressemble à un élégant masque de ski ou de plongée. Et l'objet est conçu en verre, aluminium et tissu. La promesse, une immersion à mi-chemin entre réalité augmentée et réalité virtuelle depuis son canapé. Apple rejoint des géants du numérique comme Meta, qui surfe aussi sur ce concept d'expérience mixte avec sa gamme de casques Quest, dont la 3e itération vient tout juste d'être annoncé. Sauf que l'intention d'Apple consiste naturellement à aller plus loin et dépasser les simples usages de loisirs et partage. Tel un explorateur, Tim Cook compte bel et bien entamer une nouvelle ère, celle de l'informatique spatiale. De la même manière que l'iPhone a ringardisé les BlackBerry et consorts, le Vision Pro concentre en un masque les fonctions d'ordinateur, téléviseur et même d'appareil de prise de vue 3D sans que l'utilisateur soit coupé de son environnement. Pour convaincre, Apple mise sur 2 écrans micro LED de 23 millions de pixels chacun, une définition supérieure à celle d'un écran 4K. Après Touch ID et Face ID, voici
Optic ID, un système de reconnaissance de l'iris qui donne accès à l'interface flottante intitulée VisionOS, dans laquelle on navigue littéralement à vue, mais aussi par la voix ou les mains, comme Tom Cruise dans Minority Report. En salle des machines, on trouve 2 puces R1 et M2, celles qui officient dans les dernières machines Apple, ainsi qu'un scanner LiDAR et 12 capteurs, dont 2 infrarouges pour détecter les mouvements de l'utilisateur en basse lumière. Pour rester en contact avec les personnes alentour, le son passe par des haut-parleurs, tandis que la technologie EyeSight fait apparaître le regard en façade, ou plutôt un avatar du regard. Si la proposition séduit de prime abord, elle soulève de nombreuses questions. Quel sera le réel niveau d'interaction avec son entourage une fois le casque sur la tête? Comment gérer la batterie externe en permanence reliée à un câble dans un monde où les technologies sans fil ont pris le dessus? N'y a-t-il pas un risque d'isoler un peu plus les individus avec ce type d'accessoires, de s'enfermer un peu plus dans des contenus restreints à l'univers Apple? À 3 500 $, on n'est pas vraiment sur un produit de masse, ce qui semble validé par la mention Pro, et la commercialisation n'est prévue que pour début 2024, seulement aux États-Unis dans un premier temps. Les développeurs du monde entier sont invités à collaborer sur une plateforme dédiée pour alimenter le système d'exploitation. Il faudra certainement attendre, comme souvent avec les produits Apple, la seconde génération pour juger si le Vision Pro emprunte la même voie des mythiques Macintosh, iPod ou iPhone, et donc si ce One More Thing restera dans les annales des fameuses keynotes californiennes. Alors, je pense que tout le monde a vu la petite vidéo de présentation de ce casque qui a été dévoilé aussi à l'occasion de cette conférence. Mais est-ce que les journalistes qui étaient sur place ont pu le tester et le mettre sur leurs yeux? Ouais, tout à fait. Il y en a quelques-uns qui ont pu faire ça, notamment chez Engadget. Et il y a un journaliste français qui s'appelle Nicolas Lelouch du site Numérama qui a fait une petite vidéo très intéressante dans laquelle il explique son expérience, donc assez courte, une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure avec le casque, où il explique néanmoins la phase de calibrage et notamment la modélisation des yeux, du regard, puisque les personnes en face de la personne qui porte le masque pourront voir des yeux, mais qui sont effectivement une reproduction Une des vidéo, yeux, qui ne sont ouais. pas littéralement Ouais. les yeux. Voilà. Donc il explique un petit peu, les premiers retours font état quand même d'une légère pression sur les yeux autour du nez, donc le confort a l'air encore perfectible. On est à quelques mois du lancement, donc ça veut dire que la machine n'est peut-être pas non plus tout à fait finie. Bon, il faut attendre de voir aussi ce que ça donnera sur la durée. Une immersion comme ça, est-ce qu'on aura cette sensation de mal de mer qu'on peut éprouver quand on fait du FPV ou quand on fait du jeu vidéo de manière prolongée? Il y a beaucoup de questions que pose ce nouveau système. Après, comme toujours avec Apple, il faut quand même leur laisser le bénéfice du doute, parce que Apple, quand ils mettent les moyens, en général, Oui. et s'ils vont dans cette direction-là, c'est que peut-être ils ont une intuition et que peut-être ils vont révolutionner, comme ils disent, le concept. Mais pour l'instant, sur le papier, il n'y a rien de bien non plus révolutionnaire, quoi. Ah bon, tu trouves? Alors moi, pour le coup, ça m'a vraiment Bah, vraiment impressionné. Mais je suis peut-être facilement impressionnable aussi. Impressionner, c'est une chose. Entre impressionner et dire qu'on tient là une révolution, il y a deux choses quand même très très différentes. Ouais. L'expérience mixte de réalité virtuelle et augmentée, elle existe déjà. Alors après, peut-être pas à ce niveau-là, en effet, parce que bénéficier de 2 écrans supérieurs à une définition 4K dans chaque œil, peut-être que ça va permettre d'être encore plus immergé dans cette virtualité, tout en étant en contact avec le réel. Mais Ouais. à essayer vraiment. Moi, je sais pas. Pour je me- moi, je- côté ouais. ingénieur, je dirais que s'il y a une révolution, elle est sur le côté réalité augmentée, en fait, sur la Mm. partie AR. Parce que la partie VR, elle est relativement facile à faire. La partie AR, ce qui est difficile, c'est de gérer toute la dynamique de lumière qu'il peut y avoir entre une pièce un peu obscure et puis un extérieur en plein cagnard. Et là, on est vraiment. Enfin, moi, je me pose la question de savoir si les journalistes qui ont pu le tester, ils ont pu le tester que dans une salle un peu fermée avec une lumière tamisée, ou est-ce qu'ils ont pu tester dans différentes situations? Parce que je le vois assez mal, en fait, gérer toutes les différences de luminosité qu'il peut y avoir entre les différentes situations de la vie de tous les jours, en fait. Et ce serait tout l'intérêt, puisqu'a priori, ils vendent aussi le concept de l'ordinateur, donc l'informatique spatiale, c'est-à-dire un ordinateur nomade, qui ferait qu'on peut être chez soi un moment, et comme tu le dis, peut-être dans sa cuisine, en train de répondre à un mail, une cuisine qui va être fortement éclairée par rapport à son bureau qui est plus sombre. Effectivement, comment va se gérer cet écart de luminosité? Mais il y a la question du son aussi.
Parce qu'à un moment, on est en train d'écouter peut-être ou de regarder un film ou de tenir une conversation, mais avec un masque. En face, on a peut-être des enfants, on a peut-être des personnes qui sont dans la pièce. Comment on garde l'interaction avec... Enfin, Il y a des tas de questions humaines et sociales qui vont exactement, se poser, ça c'est exactement. certain. Je pense qu'il y aura aussi des questions sur la biométrique, parce qu'en fait, je présume qu'une partie des choix qui sont faits architecturaux, c'est en gros aussi récupérer des informations d'iris, etc. Comment elles sont gérées, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de vie privée. Enfin, il y a des tas de questions en tout cas qui vont être soulevées par cette technologie. Si jamais elle se répand, elle devient mainstream. Moi, je me vois bien allongé dans mon lit avec un écran taille Max Linder en train de faire mes retouches sur Lightroom avec une espèce de chorégraphie gestuelle comme ça. Enfin, pour le coup, c'est vraiment comme tu le dis, on est dans Minority Report, ça y est quoi. Enfin bon, affaire à suivre. La hein. question, c'est est-ce que tes proches te voient, toi, en train de faire ça? En fait, il y a une forme d'égoïsme dans l'objet qui, à mon avis, va procurer des expériences formidables pour la personne qui porte le masque et peut-être un petit peu moins pour les autres. Mais là, c'est vraiment une question presque sociologique, en fait. Bon, Ou philosophique même. Hein, Ouais, tout à enfin, fait. Ouais. On en reparlera du coup début 2024 quand ce casque sera devenu réalité et qu'on aura vraiment des retours concrets d'utilisateurs. Et relisons tous les livres d'anticipation de Philippe K. Dick, donc Minority Report, Blade Runner et compagnie, quoi. Merci Benjamin pour cette story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion avec toi, Timothée Cognard, pour comprendre tous les termes techniques liés aux optiques. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, c'est près de 400 000 appareils photo ou vidéo d'occasion remis en circulation sur leur site. Ils nous ont fait confiance pour cette nouvelle saison du podcast. Le lien est en description, vous pouvez découvrir sans plus attendre. Bonne écoute. Nous sommes de retour avec Timothée Cognard pour tenter de lister et d'expliquer tous les termes techniques importants liés aux optiques. Alors, c'est un très vaste et très ambitieux programme. On va devoir faire des choix, essayer d'organiser les choses et on va monter progressivement dans la complexité des termes que l'on va aborder. Aïe, aïe, aïe. Je vous propose que l'on organise notre discussion en deux grandes parties, ou deux thématiques en quelque sorte. On va commencer par aborder les caractéristiques de base d'une optique, puis on va parler de la qualité optique et de la qualité d'image qui en résulte. Mais avant toute chose, Timothée, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi finalement les objectifs photo ou vidéo sont des produits de très haute technologie optique, évidemment, mais aussi mécanique et électronique. Alors, c'est pour expliquer un petit peu en quoi c'est intéressant d'un point de vue technologique, c'est qu'en fait, il y a toute une dimension de conception, donc il y a toute une partie physique fondamentale. On va peut-être en parler un tout petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de problèmes physiques durs à résoudre, notamment quand on veut avoir des ouvertures qui sont assez larges, donc à collecter plus de lumière. Il y a toute une précision dans la fabrication. Le processus de fabrication est très complexe parce qu'il faut garantir ce qu'on appelle des tolérances de fabrication qui sont souvent de la classe de quelques microns, en fait. Donc c'est vraiment... Le niveau de précision? Oui, c'est extrêmement précis. Ok. On a besoin de garantir une durée de vie sur l'ensemble de l'utilisation du produit. Donc typiquement, quand on fabrique une optique, il faut qu'elle soit, même malgré des éventuels chocs, des poussières, etc., utilisable même 10 ans plus tard. Et tout ça, c'est extrêmement complexe. Il y a tout un souci, effectivement, aussi d'électronique, tu le précises, sur la partie mise au point. Parce que plus on essaye de faire des mises au point précises, et plus il faut avoir aussi toute une mécanique derrière qui suit. Et donc, on a vu plusieurs étapes dans les processus de mise au point. C'est-à-dire que maintenant, on est beaucoup avec du focus by wire. Donc, c'est en gros, quelque part, une mise au point qui est faite par de l'électronique pure et qui est déconnectée de la mécanique de rotation de la bague. Alors que... Plus en plus le cas, non? Avec les hybrides, parce qu'il y a plus de connecteurs qu'avant. Oui, et ça permet de gagner un petit peu en souplesse et en finesse de mise au point, alors qu'avec la partie mécanique, on n'avait qu'une finesse jusqu'à un certain niveau. Et ça commence à devenir insuffisant pour certains des objectifs qui ont notamment des grandes ouvertures avec des profondeurs de champ très faibles. Donc effectivement, il y a beaucoup de problèmes ça demande de la technologie. Normalement, il y a aussi toute une phase de test
en amont avant de les vendre, qui coûtent relativement cher et qui probablement rajoutent une bonne partie du prix de l'objectif. Parce que vendre un objectif, c'est aussi l'avoir testé en amont. Et donc, il y a tout un tas de tests dans les usines qui sont faits pour vérifier que les niveaux de performance correspondent à ce qu'on avait prévu, que on n'est pas dans les mauvaises parties du tolérancement. Enfin, typiquement, si on a tout qui se désaligne pas comme on voudrait, ça peut avoir des conséquences sur la qualité. Et donc, tout ça, ça a été amélioré progressivement, je pense, depuis une vingtaine d'années quand même. Et donc, on en arrive à effectivement des optiques. On voit bien, d'ailleurs, même le Sigma 14 mm, beaucoup de lentilles et des précisions qui vont avec beaucoup de poids. Et le poids, en fait, là, est un peu un gage de aussi solidité mécanique. Oui, il y a quelques années, Fujifilm avait montré un prototype d'un 35 mm f1, 33 mm f1, je crois, donc format APS-C. Et finalement, ils ont commercialisé un 50 mm f1 parce qu'ils ne sont pas parvenus au compromis idéal. À un moment donné, il y a des lois qui font qu'on ne peut pas non plus proposer des optiques à plusieurs kilos, quoi. En fait, quelque part aussi, côté utilisateur, je pense qu'on accepte beaucoup moins qu'avant des optiques qui ont des défauts. Parce que moi, je me rappelle typiquement chez Leica, il y avait un objectif qui était un peu mythique, c'était le Noctilux 50 mm f0.95 qui avait été designé par Peter Carbe, qui était le chef de tout ce qui était service optique chez eux pendant des années. Et il avait 8 lentilles. Et en fait, en réalité, il correspondrait peut-être à ce qu'on achèterait aujourd'hui chez les Chinois, chez TT Artisan, typiquement, des Ouais. choses comme ça. Mais en fait, pour nos standards d'aujourd'hui, on aurait tendance à dire, oui, mais en termes de résolution, ça suffit pas, quoi. C'est les Chinois essayent de récupérer, il y a peut-être une dizaine d'années de retard, mais ils essayent de rattraper les conceptions optiques d'il y a 15-20 ans, en fait. Donc, ce qu'on voit chez les Chinois aujourd'hui, chez Yongnuo, que tu aimes beaucoup, eh ben, en fait, c'est ce qu'il y avait il y a 20 ans dans les industries européennes, chez Zeiss et chez Leica et chez d'autres. Et tu dirais, toi, que la conception optique, c'est un truc qui touche quasiment au domaine de l'art ou c'est de la science pure? Bah, il y a une dimension de science pure parce qu'il y a de la théorie physique très compliquée, il y a des gros calculs, etc. En fait, là où ça touche à l'art, c'est que normalement, comme c'est un compromis entre des centaines de variables, et quand je dis des centaines de variables, c'est littéralement des centaines de variables en fait. Il faut vraiment optimiser par rapport à plein d'aberrations, donc on en reparlera un peu après. Il y a aussi toute la partie colorimétrique, etc. Est-ce qu'on a des aberrations chromatiques qui sortent ou pas? Il y a tout un tas effectivement, donc, de variables. Et en fait, là où il y a de l'art ou de l'intention humaine, quelque part, c'est dans le choix de comment on optimise tout ça. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprend l'usage qui va être fait de l'objectif et du coup, qui va s'adapter à cet usage-là. Et donc, c'est là où intervient quelque part les concepteurs optiques un peu légendaires qu'on connaît. Alors en France, nous, peut-être le plus célèbre, c'est Pierre Angenieux, Mhm. qui a eu un impact très fort dans l'industrie du cinéma. Ouais, mythique optique cinéma en Oui, général. et C'est fabuleux. Ça, c'est Mm. une émission qu'on doit faire absolument Ouais. un jour. Ah ouais. Ouais, voilà. Et donc, lui, je crois même qu'il avait reçu, il me semble, un prix à Cannes pour l'ensemble de sa carrière en tant que concepteur optique, ce qui est relativement rare à Cannes. Donc, mais donc voilà, donc il y a toute la partie conception optique. En fait, l'intelligence de la conception optique, elle est dans justement comment on fait ce compromis et comment on choisit de dire finalement que ce qui est le plus important, c'est d'avoir telle ou telle fréquence spatiale. Donc, par exemple, des contours très nets ou du contraste plutôt que de la résolution. Il y a et il y a tout un tas de métriques qui sont honnêtement difficiles à faire d'un point de vue purement scientifique. La qualité d'un bokeh, c'est extrêmement difficile de la mesurer très subjectif. scientifiquement. Il y a des choses, il y a des gens qui essayent de dire, voilà, il faudrait que la frontière soit la plus floue possible, mais en fait, c'est pas forcément ce qui plaît aux gens. Donc, tout ce qui est les bokehs tournants, par exemple, c'est des choses qui plaisent aux gens, mais en fait, c'est scientifiquement, aller mesurer un bokeh tournant, c'est entre guillemets compliqué. Ah, c'est le Mography qui a tout compris en proposant des lamelles permettant de simuler plusieurs bokehs. C'est Bah, pas Le oui. idiot. bokeh ninja, moi j'appelle ça. Finalement, c'est pas mal. Oui, oui. Mais il y a eu, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, DxO, notamment la partie DxOMark. Alors maintenant, c'est 2 entreprises. Ouais. J'y C'est pareil. étais pendant quelques mois en tant que stagiaire, mais à l'époque, c'était fusionné. Maintenant, c'est séparé. DxOMark, en fait, a édité, de mémoire, ça doit être à peu près 500 ou 600 pages de rapports sur comment ils font leurs tests pour les smartphones, notamment pour essayer de comprendre ce qu'était un bon bokeh pour un smartphone, en fait.
Et donc là, c'est vraiment un challenge parce que c'est très artificiel en fait. Et C'est d'ailleurs, construit. le module optique F1 que tu as breveté, développé au cours de tes études, F1, c'était justement pour aller chercher un semblant de bokeh avec un smartphone? Oui, alors en fait, pour expliquer un petit peu, donc c'était il y a quand même quelques années, donc c'était au début, on va dire, de tout ce qui était IA, avant que ça arrive et que ça devienne mainstream. Et on se cassait un peu les dents, côté algorithmique, sur comment rajouter du flou. Parce que, en fait, il y avait souvent cet effet où il y avait un sujet qui était détouré et le fond Ouais. était flou, mais en fait, tout ce qui était transition entre les deux était très, très laid, en fait, et très mal fait. Et donc, on s'était posé la question de savoir si optiquement on pouvait faire quelque chose de mieux. Et l'idée m'était venue notamment avec l'apparition des premiers modules avec 2 capteurs à l'arrière des smartphones, Mhm. ce qui est pas si récent en fait. Bah Enfin, je veux non. dire, ça date de 2017-2018 de mémoire, les doubles capteurs. Mais à l'époque, c'était pas encore mainstream, on va dire. Donc ça s'était progressivement répandu. Et moi, je m'étais dit, en fait, on pourrait avoir un capteur qui servirait à faire de la résolution pour avoir une image nette, et un autre capteur qui permettrait d'avoir du flou. Donc là, pour le coup, beaucoup plus de luminosité et des propriétés qui seraient plus celles d'un objectif à portrait. Voilà, donc c'était de là qu'était parti. Et donc, moi, je m'étais dit, tant qu'à aller faire du flou, allons-y gaiement. Pousser les curseurs. On va essayer de pousser les curseurs. Alors, j'avais dans les cartons essayé d'aller jusqu'à f0.8. Ce n'était pas possible de le fabriquer, en fait. D'accord. Et à partir de quelle taille de capteur? Alors, c'était des capteurs qui correspondaient au standard de l'iPhone de l'époque. Donc, ça doit être du 1 tiers de pouce ou 1 sur 2,5 pouces de mémoire. Donc, j'étais parti là-dessus et j'avais essayé d'accumuler les lentilles suffisamment pour pouvoir avoir la correction de mes aberrations. Et j'avais aussi un autre problème, c'est que, en fait, les smartphones, c'est très fin. Et donc, dans la conception optique, on a en général besoin d'un peu de place. Et les formules optiques qui marchent bien pour des grandes ouvertures, en fait, elles ne pouvaient pas tenir dans les smartphones. Donc, j'ai fait une sorte de double gauss très ensandwiché et très, très compressé, on va Bien dire. sûr, la double gauss. Enfin, on en parlait hier, Benjamin, la double gauss, quoi. Non, mais en fait, oui, moi- c'est pas. Non, mais je réalise qu'on a en face de nous le père de la DxO One, en fait. J'avais travaillé un peu dessus. Oui, Qui avait un capteur 1 pouce pour le coup, mais avec une optique f1.8. C'était qui pas. pouvait être une réponse à tes problèmes, quelque part. C'était une des idées qu'avait. Oui, DxO avait travaillé là-dessus à l'époque, et en fait, c'était effectivement l'idée d'avoir un plus gros capteur parce qu'on ne pouvait pas faire du flou correctement. Donc voilà, c'est quelque part, on a été beaucoup à travailler un peu à cette époque-là, dans les milieux des années 2010, en fait, sur toute cette question du flou, parce que justement, ce qui sépare peut-être aujourd'hui même encore une vision d'un appareil photo pro d'un appareil photo un peu bas de gamme, c'est la capacité à générer du flou, en fait. Voilà, bon. Oui, mais cette digression est intéressante. Mais évidemment, elle- et je pense qu'on pourrait tenir toute une émission juste sur ce sujet-là. Mais bon, on a quand même un programme très chargé, donc on va essayer d'avancer et de commencer à rentrer dans les termes importants à connaître et comprendre quand on s'intéresse d'une manière ou d'une autre aux optiques. Et le premier terme auquel on a affaire en optique quand on veut se lancer là-dedans, c'est finalement la notion de focale ou bien de plage de focale dans le cas d'un zoom. Alors, à quoi ça correspond la focale? C'est une distance? C'est un angle de vision? C'est quoi la focale? Alors en fait, dans une version, je vais essayer de faire de la physique vraiment basique. S'il te plaît. Si on revient en fait à l'analogie la plus simple qui soit, tout optique peut s'assimiler à une lentille simple, Ouais. infiniment mince, diront les physiciens les plus férus, qui a quelques propriétés. En fait, quand on réfléchit, il n'y en a que 2. La première, c'est son diamètre. Et la seconde, c'est la distance entre la lentille et l'endroit où des rayons qui arrivent de l'infini vont être focalisés. Donc en fait, c'est quelque part, si on prend une loupe et qu'on la met en plein soleil, c'est quelle est la distance entre le centre de la lentille et l'endroit où on va avoir le point le plus petit. Donc cette distance-là, c'est la distance focale. Et l'autre, donc la taille de la lentille, en fait, c'est la pupille, ou c'est ce qui va donner toute la partie ouverture. Donc, quand on discute d'ouverture, en fait, on discute de cette dimension-là. Donc, c'est la capacité, quelque part, l'ouverture, à collecter plus ou moins de lumière. On parle souvent de pupille d'entrée, d'ailleurs. Ça veut dire que c'est l'entrée de la lumière?
Alors, en fait, c'est là où ça devient compliqué, cette histoire. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais en fait, quelque part, tous les objectifs photo d'aujourd'hui, à part peut-être quelques fabricants de pinhole et lomographie, enfin, il y a peut-être 2-3 entreprises qui font des trucs un peu bizarres. Tout le monde, sinon, fait des optiques. Pinhole, c'est du sténopé. Pour, Oui, c'est ça. Mais en général, ils préciser. mettent une lentille quand même au cas où. Tout le monde fait des objectifs avec plusieurs lentilles, en fait. Et parce que, justement, les propriétés physiques de la loupe, elles sont très bien pour faire, en gros, une focalisation rapide du soleil sur une fourmi, si on a envie de faire brûler une fourmi. Mais c'est pas très efficace, en fait, pour faire une jolie image. Parce que l'image se dégrade très très vite, on n'a pas les propriétés qu'on voudrait. Donc, en fait, c'est un ensemble de lentilles. Et là, on est bien embêté d'un point de vue physique, parce que qu'est-ce que c'est du coup le centre de la lentille? On calcule la focale par rapport à quoi dans cet ensemble de lentilles? Ça devient plus compliqué. Et donc, c'est là où on a les notions de pupille, d'entrée, de sortie, la position où on met le stop, en fait, donc c'est la pupille de l'ensemble du système, etc. Mais du coup, quelque part, c'est peut-être un peu trop complexe pour Ok. l'entrée de notre discussion. Alors, pour schématiser, donc du coup, la focale, c'est la distance exprimée en millimètres entre, on va dire, le centre optique du système et du coup la surface du capteur. À une focale correspond d'une certaine façon un angle de champ, un angle de vision. Plus la focale est courte, plus cet angle est large. Plus la focale est longue, plus cet angle est étroit. Mais la focale, exprimée en millimètres, elle est toujours donnée sur une logique 24-36. Pourquoi? Là, je pense que c'est juste les. Enfin, en fait, non, la focale, c'est une valeur qui est absolue. Elle pourrait être mesurable. Enfin, la lentille, elle est vraiment à 10 cm, par exemple, de l'endroit où on va focaliser. Ce qui est attribué à une logique 24-36, c'est l'angle de vision correspondant. C'est-à-dire que quand les gens disent un 100 mm, c'est un téléphoto, en fait, ils disent c'est un téléphoto parce qu'ils pensent en 24-36. Ok. S'ils avaient un capteur moyen format avec une plaque gigantesque, ça pourrait éventuellement être un grand angle. Et d'ailleurs, je suis pas au courant des sorties de moyen format, mais il me semble que les 100 mm dans les moyens formats, c'est au moins, on va dire, un peu proche du standard et peut-être même légèrement grand angle. Ok. Alors, il y a un truc qu'il faut aussi préciser, c'est que évidemment, hein, il y a différentes montures d'objectifs qui existent en fonction des constructeurs, mais au sein même de certains constructeurs, on va retrouver des gammes d'optiques conçues pour les hybrides 24-36 et des gammes d'optiques conçues pour les hybrides équipés de capteurs au format APS-C. Il y a du coup cette notion de cercle de couverture ou de couverture de l'optique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce truc-là? Alors, en fait, l'idée là, c'est que donc on est passé de la lentille simple à un ensemble de lentilles qui constituent vraiment un objectif. Et normalement, c'est optimiser la qualité d'image sur une certaine zone de l'image. Et donc, en fait, on peut être plus ou moins exigeant sur la dimension de cette zone. Plus la zone est grande et quelque part, plus c'est difficile de faire une optimisation. Et plus ça veut dire qu'on a des lentilles qui sont larges en réalité. Donc, on a des gros objectifs en fait. Donc, beaucoup de constructeurs se sont dit, je pense, à peu près dans les années 2000, quand il y a eu les premiers réflexes numériques, que c'était une super idée de, quelque part, faire une deuxième gamme moins chère en optimisant sur uniquement la zone qui était nécessaire. Et pour beaucoup de gens, c'était la PSC. Voilà, c'est principalement ça. Mais après, techniquement, une optique plein format peut très bien être utilisée sur un capteur APS-C. Parce Bah, que c'est ça qui peut le plus, peut le moins. c'est ça. C'est d'ailleurs aujourd'hui le cas sur les hybrides, hein, ce qui n'était pas forcément le cas sur les réflexes. Enfin, si, on pouvait utiliser les pleins formats sur les APS-C, mais pas l'inverse forcément. Chez certains constructeurs aujourd'hui, la question se pose moins, quoi. Ok. Donc voilà, on a la focale, on a la notion de cercle de couverture. Ensuite, on va s'intéresser à la notion d'ouverture. L'ouverture d'un objectif, Timothée, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en gros quelque part le diamètre de notre loupe, est-ce qu'il est plus ou moins grand? Et en fait, d'un point de vue bêtement physique, plus le diamètre est petit, plus c'est facile de faire de l'optimisation et d'avoir un objectif qui marche, et plus le diamètre est grand, et plus c'est compliqué d'avoir quelque chose qui fonctionne. Alors après, en général, cette ouverture, du coup, elle est expliquée en F sur quelque chose. Et en fait, ça, c'est juste un ratio entre le diamètre et la longueur de focale. Le fameux F, il vient de focale. Et donc, quelque part, c'est un rapport entre les deux. Donc, quand on est à F sur 1, par exemple, ça veut dire que le diamètre, c'est la même chose que la focale
de la lentille. Donc si la lentille fait 100 mm, ça veut dire que le diamètre de la lentille fait 100 mm aussi. Ce qui commence quand même déjà à être une grosse assiette à dessert. Donc peut-être pas à mettre dans tous les sacs photos. Et donc voilà, c'est quelque D'ailleurs, part... la lentille du 105 dont on parlait, 105 mm Sigma, c'est bien 105 mm du coup, je crois, la lentille, ou c'est celle du 14 qui fait 105? Celle du 105 mm Sigma, elle fait 105 mm de frontal, ouais. Le 14, alors après, le problème, c'est qu'on raisonne, enfin, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, on raisonne sur des lentilles simples, alors qu'en réalité, on a tout un ensemble de lentilles. Et donc, quelque part, en fait, normalement, le champ tracé par les rayons extrêmes fait que plus on s'éloigne du capteur et plus il faut que les lentilles soient grosses. Donc, en fait, plus on a un objectif avec de nombreuses lentilles et plus on va avoir tendance à avoir une frontale qui va grossir de manière équivalente. Mais bon, ça c'est peut-être un peu plus difficile, on va dire. On va Oui, restons rester simple sur les sur les fondamentaux. Mais en tout cas, du coup, l'ouverture, c'est l'un des paramètres de l'exposition d'une image. Et donc, on peut moduler du coup cette ouverture ou la quantité de lumière que va laisser passer l'objectif grâce à ce qu'on appelle le diaphragme. Ouais. Et sur les optiques, quand on lit les inscriptions, et notamment sur les zooms, sont inscrits en fait les ouvertures maximales. C'est bien ça, uniquement. Oui, c'est bien ça. Parce que quelque part, ce sont elles qui sont un peu limitantes dans l'histoire. C'est qu'on ne pourra jamais avoir plus de lumière que ce qui est écrit en ouverture maximale. Et dans le monde des zooms, du coup, effectivement, il y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui essaient de garder absolument une ouverture équivalente à toutes les focales. Donc ça, c'est un peu les zooms. Le fameux zoom à ouverture constante, quoi. Les zooms pro à ouverture constante, typiquement du f2.8 constant ou du f4 constant. Et à l'inverse, il y a des zooms, on va dire souvent quand même un peu plus entrée de gamme, qui sont à ouverture glissante. Et donc là, on a une ouverture qui change en fonction des focales. Il y a aussi des modèles à ouverture fixe. Il y en a peu, mais il en existe. Chez Canon, il y a par exemple un 600 et un 800 mm f11 dont on ne peut pas finalement modifier l'ouverture. Ok. Oui, et ça aussi, d'ailleurs, il y en a beaucoup, typiquement dans tout ce qui est objectif à miroir. Les anciens objectifs à miroir 500 mm. Il me semble que Samyang en avait fait des 300 mm 500 et 500 mm. f8, oui. Ouais, voilà, donc ceux-là, typiquement, effectivement, il n'y a pas de diaphragme parce que quelque part, la conception limite directement tout ce qui est fait. Bon. Alors, la notion d'ouverture et de diaphragme nous amène tout naturellement à aborder le sujet de la profondeur de champ, qui correspond donc à la zone du sujet qui sera restituée comme nette sur l'image. Et comme tu l'as déjà un peu évoqué, c'est un aspect fondamental en optique et en photographie d'une manière générale. Et il y a plusieurs paramètres qui permettent de jouer avec cette profondeur de champ, qui vont nous permettre de la modeler, comme nous l'explique Pascal Martin, professeur d'optique à l'ENS Louis Lumière, avec qui nous avions dédié en saison 3 du podcast une émission entière au bokeh. On l'écoute. Imaginons comme un bonnet comme un bonnet de sorcier. On va prendre un point, objet, et puis le point objet va envoyer de la lumière sous la forme d'un cône. Derrière la lentille, il y a un cône qu'on imagine inversé, c'est-à-dire que les rayons, ils vont sortir, et puis finalement, on va voir la pointe du cône qui va se former sur le capteur. Si maintenant on coupe le cône un tout petit peu en avant, on va avoir une tache. Bon, et cette tache, justement, on lui a donné un nom, c'est le diamètre du cercle de confusion. Et cette valeur de cercle de confusion, c'est une grandeur qui nous dit que en dessous, on peut considérer que le point sera assimilé, la tâche sera assimilée à un point, et au-dessus, on ne peut pas. Alors en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de réduire cette espèce de bonnet, ce cône ? Ça va être par exemple l'ouverture. Le principal élément, c'est l'ouverture. Quand on va fermer le diaphragme, on va diminuer donc la base du cône. Donc les rayons vont arriver en faisant un angle qui est moins important. Ça peut être la distance focale. Plus la distance focale est courte, plus le cône sera petit. Donc plus on aura de profondeur de champ. Et puis ça fait de la distance de mise au point, parce que plus la distance de mise au point sera éloignée, c'est pareil, ça va avoir une incidence sur le cône. Donc distance de mise au point éloignée, diaphragme fermé, distance focale courte, nous donne beaucoup de profondeur de champ, et à contrario, la réciproque est vraie, comme on dit en maths, c'est-à-dire que c'est l'inverse pour les autres valeurs. Alors il y a une grandeur qui dérive de tout ça, c'est la taille du capteur. Alors pour moi, c'est un faux ami parce que la taille du capteur, en fait, selon la taille du capteur, on va utiliser des focales normales différentes. Donc en réalité, c'est quand même la focale qui prévaut.
Alors c'est vrai que dans tous les paramètres qu'on évoque pour modeler cette profondeur de champ, on a quand même coutume de dire que plus le capteur il est grand, plus on va avoir des effets de profondeur de champ qui seront marqués. Mais en fait, c'est pas une histoire de taille de capteur, quoi. Ah, si. Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord avec l'intervenant. C'est le débat qu'on traîne depuis la première saison de ce podcast. Mais j'ai senti où qu'il voulait bondir en où on a écoutant. des analyses totalement différentes. Alors vas-y, Timothée. Bah, en fait, il y a donc la vraie manière un peu scientifique de calculer cette fameuse capacité à faire de la profondeur de champ, c'est la distance hyperfocale. Et donc la distance hyperfocale, c'est le point tel que tout ce qui est entre la distance hyperfocale divisée par 2 et l'infini sera net. Donc quelque part, plus cette distance est lointaine, et plus on va avoir du mal à avoir tout net. Donc quelque part, plus on aura de flou. Donc c'est le fameux bokeh. Et donc dans cette distance hyperfocale, si je me trompe pas, alors j'ai plus l'équation exacte en tête, mais il me semble que d'un côté on a un capteur qui varie au numérateur et on a une focale au carré au dénominateur. Donc il y a bien, en fait, je suis d'accord, effectivement, il y a un rapport de crop qui arrive d'un côté, mais en fait il est largement compensé par la dimension du capteur. Donc le capteur, ça varie quand même avec le capteur. Ça pour le coup, je suis vraiment certain. Là-dessus, j'en mets ma main à couper. Il n'y a pas de débat. Donc ça varie même avec le capteur, quand bien même on réajuste derrière pour Voilà. la focale pour que ce soit la même chose. D'accord. Quelque part, en gros, c'est ce que Illustrons avec un exemple. Si j'illustre, un 50 mm f1.4 sur un capteur plein format Ouais. ne va pas donner la même chose qu'un 35 mm f1.4 sur un APS-C en termes de quantité de flou. Et si, alors pour faire très très simple, si on voulait compenser, Ouais. il faudrait avoir quelque part le fameux crop factor entre les deux, donc 1,5 à peu près là, Ouais. qui serait multiplié par l'ouverture. Donc typiquement, il faudrait ouvrir le 35 mm à f1 à peu près pour avoir l'équivalent de ce qui s'est passé avec le 50 mm f1.4. Donc quelque part, conclusion du débat, soit on a vraiment des optiques plus ouvertes, soit en fait on n'arrivera jamais à correspondre. Et c'est bien pour ça en fait que sur tout ce qui est smartphone, on a eu cette recherche en fait sur la partie profondeur de champ, parce que la taille des capteurs étant si petite, en fait en réalité, moi de mémoire, mon capteur à f1, j'espérais rejoindre l'équivalent d'un 50 mm à f7. Donc c'était ça mon objectif en faisant du f1. Donc si j'avais voulu avoir l'équivalent d'un f1.4, il aurait fallu que j'arrive à une ouverture absolument diabolique et donc complètement irréaliste en fait. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi vis-à-vis de cette profondeur de champ, c'est deux choses. Déjà, sa répartition par rapport au plan de mise au point. 1/3 en avant du plan de mise au point et 2/3 en arrière. Et pour qu'on essaye un peu de se rendre compte de l'étendue de cette zone de netteté, si on prend par exemple un 80 mm ou un 85 mm sur un capteur 24-36 avec une distance à 3 mètres, si on utilise une ouverture de 1,4, on aura une profondeur de champ qui mesure à peu près 13 cm. Si on passe à 2,8, quelque chose autour des 25 cm. Si on passe à 8, à 73 cm. Et si on ferme jusqu'à f22, un peu plus de 2 mètres. Donc voilà, la profondeur de champ est intimement liée à l'ouverture et c'est, entre guillemets, ce qui fait le sel et le bonheur pour les photographes en quête de ce fameux flou artistique. Oui, sachant que de manière pratique, il y a quand même un élément dont on ne parle pas du tout, mais qui est primordial, c'est la distance par rapport au sujet aussi. C'est ça. Oui. Et varier la distance par rapport au sujet fait varier aussi la profondeur de champ. Et ça, quand même, même si moi je suis pas scientifique, ça reste un élément à prendre en compte quand on veut obtenir de beaux bokeh. Et surtout en macro. En macro, on a des bokehs Absolument. magnifiques. On se rappelle du travail de Ghislain Simard, qui lui avait toute une approche sur le bokeh d'avant-plan. Il travaillait là-dessus. En macro, on a même souvent le problème inverse, c'est qu'on a trop peu de profondeur de champ. Bah, c'est ça. Et oui. Quand on essaye, beaucoup de gens en macro font du stacking de plusieurs Absolument. images pour essayer de gratter de la profondeur de champ. Mmh.
Ok, alors voilà pour les paramètres de base, les termes de base à connaître et comprendre quand on parle d'optique. Maintenant, on va s'intéresser à la qualité d'image et on va commencer par parler du fameux piqué. Le piqué qui est une notion assez subjective puisqu'elle s'assimile à une sorte de sensation de netteté sur l'image qui dépend du pouvoir de résolution de l'objectif, du contraste de l'objectif, de la définition du capteur et en dernier lieu de nos yeux à nous, observateurs. Au moment du passage à l'hybride et avec le développement de capteurs toujours plus exigeants, les constructeurs ont été contraints de développer toute une nouvelle gamme d'optiques capables de tenir la route des capteurs actuels et surtout prêts pour les capteurs de demain. Nous nous sommes entretenus avec Marie-Catherine Farnioli, responsable du laboratoire DxOLab, qui voit passer dans son labo toutes les optiques et tous les boîtiers du marché pour mettre au point ces fameux modules de correction optique. Et nous lui avons demandé de nous parler des principaux défauts qu'elle observe et surtout de l'évolution de la qualité des objectifs ces dernières années avec l'arrivée des hybrides. On l'écoute. Alors, ceux qu'on rencontre le plus souvent, c'est ceux que donc, nous mettons dans nos profils de correction, c'est-à-dire le vignettage, donc l'assombrissement des coins de l'image, la distorsion, les aberrations chromatiques, donc les franges colorées sur les détails sur les bords de l'image aussi, et la netteté de l'optique dans le champ. Alors, c'est dur de parler d'amélioration car beaucoup de marques étaient déjà capables de faire de très belles optiques en réflexe. Ils en sont toujours capables avec les hybrides. Ensuite, on a vu qu'avec les hybrides, ils ont été capables ils se sont donné peut-être un peu plus de liberté sur ce qu'ils pouvaient faire. Donc aujourd'hui, on a des parcs optiques très variés, allant des grosses optiques très qualitatives aux petites optiques plus compactes et où donc ils se permettent plus de compromis et où justement le côté hybride numérique leur permet de gagner en compacité grâce à ça, qu'ils ont des corrections embarquées. Alors le format RAW nous permet de travailler sur des images dépourvues des corrections boîtier. On essaye de faire mieux, des fois c'est équivalent, des fois c'est mieux. Mais en tout cas, chez nous, ça permet d'avoir nos corrections. Dans le logiciel Photolab, par exemple, on peut avoir une modulation des corrections, ce qui n'est pas possible avec les corrections embarquées sur les hybrides, où c'est du on-off. Alors finalement, le piqué, c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle d'objectifs photo. Et ce piqué, il peut varier. Il varie entre un zoom et une focale fixe. Il varie en fonction de la focale d'un zoom. Il peut varier entre le centre et les bords des images. Il varie en fonction de l'ouverture. Et il varie même en fonction de la mise au point. Timothée, est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi correspond finalement ce qu'on appelle le pouvoir de résolution d'une optique? Le pouvoir, ça fait un peu super-héros Marvel. Hein. Ah oui, c'est carrément super-héros. Non, mais alors, en fait, c'est vrai que cette notion de piqué, elle est hyper intéressante parce qu'elle mélange, à la fois, elle est très facile scientifiquement à décrire. Enfin, la partie résolution, c'est tout bonnement, en général, des paires de lignes en entrée. Et on essaye de voir jusqu'à quel niveau de paire de lignes on est capable de séparer deux lignes sur l'image finie. Et en même temps, c'est quelque chose qui est un petit peu subjectif à cause de l'aspect contraste, en fait. Parce que la partie donc pouvoir de résolution, c'est cette capacité à distinguer des paires de lignes ou des paires de points ou ce que vous voulez. Et en même temps, en réalité, pour l'ensemble des fréquences, donc l'ensemble des fréquences spatiales des différentes paires de lignes, on peut avoir plus ou moins de contraste, donc de force quelque part dans l'image qui en résulte. Et donc, c'est le produit des deux, en fait, le piqué. C'est à la fois du contraste et de la résolution. Et il y a des choix qui font parfois que les gens veulent de la résolution, mais le contraste est très faible, et donc finalement, on ne voit quasiment pas qu'il y a de la résolution. Et à l'inverse, il y a des fois des gens qui poussent le contraste, mais même en traitement d'image, on peut le faire, ça, de pousser le contraste sur quelque chose. Ça donne une sensation de netteté. Ça donne une sensation de netteté, mais c'est toujours une netteté un peu grossière. C'est pas très subtil, quoi. C'est beaucoup ce que faisaient, je pense, les gens qui faisaient des smartphones typiquement ou des appareils compacts il y a quelques années, quand il n'y avait pas encore assez de résolution, ils essayaient de compenser en poussant le les contraste, images la beaucoup netteté. trop flatteuses, trop saturées, trop Voilà. poussées. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et quelque part, quelqu'un qui a
l'œil un peu éduqué le verra tout de suite. Ça paraît un peu pas naturel, c'est un peu le même effet qu'on peut avoir avec tout ce qui est HDR, quand c'est un peu trop poussé, ça fait pas naturel et tout le monde le voit tout de suite. Mais on peut aussi, au premier ordre, c'est vrai que ça donne quand même, si c'est pas trop poussé, ça donne un petit bonus en termes de sensation, de netteté, de tout ça. Et ça, c'est valable en photo, alors qu'en vidéo, c'est presque tout l'inverse. On cherche plutôt à adoucir l'image de manière générale, avoir une image plutôt plate, plutôt même un peu laiteuse comme ça, et puis réaccentuer par derrière. C'est marrant. Les deux approches sont un peu Je pense différentes. que ça dépend des domaines vidéo en fait. Il y a Alors en des- pub, peut-être qu'on je cherchera pense que effectivement pour des du piquets. backshot ou pour des photos, de la vidéo macro sur je sais pas, quelqu'un qui voudrait vendre des sushis Ouais, ferait bien ouais. voir tous les micro détails des grains de riz, etc. Alors qu'effectivement pour du cinéma, on a envie d'être dans une atmosphère un peu, on imagine une fin de soirée avec des gens qui sont là en train de discuter autour d'une petite lumière ou d'une bougie ou que sais-je. Et là, on a envie d'être dans une ambiance où tout est un peu souple, doux, diffus, etc. Donc effectivement, on n'a pas forcément les mêmes envies, mais quelque part, toute l'information qu'on récupère pas dès le départ, optiquement, elle est perdue. On ne peut pas la faire réapparaître magiquement derrière. Si on n'a pas récupéré la netteté au début, on ne peut pas la faire réapparaître par magie dans un logiciel, quoi. Donc dans tous les cas, mieux vaut avoir toujours une optique le plus piquée possible. Moi, j'aurais tendance à être de cette école. Après, c'est une école plutôt quelque part un peu scientifique, quoi. C'est de dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est avoir le plus de résolution possible, le plus de contraste possible, et puis éventuellement derrière, le contraste, je le baisserai si j'ai envie. Mais je peux entendre que d'autres personnes diront, mais non, moi, ce que je cherche dans un portrait, c'est justement cette espèce de côté un peu cotonneux, diffus, nuageux. Oui, parce qu'il y a des empreintes, il y a des pattes optiques, il y a des signatures, il y a des optiques des années 70 qui ont une certaine colorimétrie, qui ont un certain rendu, un certain bokeh aussi, et voilà, et on peut la préférer, même si elle sera jamais piquée, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai même dans ma petite collection, j'ai un 50 mm f1.2 de Pentax qui date des années 70 et qui est typiquement, alors entre f1.2 et f2, il est effectivement pas très bon, pas beaucoup de résolution, etc. Et à partir de f2, ça s'améliore un peu, etc. Et donc, quelque part, de temps en temps, je l'utilise juste pour prendre des photos de vacances, etc. à f2 et l'image est nette et ça me va bien. Et puis de temps en temps, effectivement, sur un portrait, pourquoi pas essayer de faire des choses un peu plus rigolotes avec du f1.2, tant qu'à essayer, ça peut être très amusant aussi, quoi. Donc il y a une part de créativité, et même dans les utilisateurs d'optique, il y avait eu à une époque, je me rappelle, moi, des tas de gens qui faisaient des essais en mettant par exemple des collants sur les lentilles frontales des objectifs pour essayer de casser le piqué un peu trop fort. Je sais qu'il y a tout un tas de gens qui mettent des filtres, les Black Promist ou équivalents, voilà. Donc il y a des tas de gens qui font des choses très créatives en fait pour choisir le niveau de piqué de résolution qu'ils veulent, quoi. Et il y a des optiques à apodisation aussi, qui permettent de velouter un petit peu l'image, enfin d'obtenir un bokeh plus doux, de moduler Il y en a une chez le bokeh, en Sony, fait. comme ça. Vous voyez, chez 90 Fujifilm, mm. chez Et Nikon chez en Canon avait fait aussi. une aussi. Alors, on entend quand même souvent pour les fous furieux de piquer qu'on obtient les meilleures performances d'une optique quand on l'utilise aux ouvertures moyennes. Sous-entendu 5.6 ou f8. Timothée, comment on fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir le piqué max de son optique? Alors, en fait, d'un point de vue bêtement physique, on est pris entre deux défauts et deux problèmes. On a, quand on ferme trop l'optique, en fait, on a une toute petite taille de pupille et par la nature ondulatoire de la lumière, ça crée un problème qu'on appelle la diffraction. Et donc ça dépend de la dimension de la lentille, en fait, qu'on va utiliser. Mais si elle est trop petite, cet effet-là est dominant et du coup casse la résolution dans Ce qui l'image fait qu'on peut. qu'une photo prise à f22, c'est dégueulasse, quoi. En gros, c'est ça, oui. Ouais. Et de l'autre côté, on a le problème des aberrations optiques. C'est que quand on essaye de collecter toute la lumière du monde, on risque d'avoir un problème, c'est que, en fait, on va introduire des tas de petits défauts dans la qualité d'image qu'on va avoir. Et donc là, c'est les aberrations dont on reparlera peut-être un peu après, tout ce qui est aberration sphérique, coma, astigmatisme, des choses comme ça. Qui vont jouer sur la résolution. Et qui vont dégrader la résolution, en fait. Et donc, quelque part, souvent, ça ressemble un peu à la résolution est censée être un peu comme un chapeau. Donc, à partir de f8, ça se dégrade méchamment et on perd de la résolution. Et en dessous de, typiquement, f4, on a tendance à avoir un peu trop d'aberration et donc on perd aussi de la résolution. Et donc, l'optimal, il est quelque part entre ces deux-là, entre f4 et f8.
enfin, ça dépend bien sûr des objectifs, parce que si l'objectif il ouvrait f5.6, je prends un zoom de kit par exemple, un 18-55 mm de kit qui ouvrirait f5.6, a priori, il n'est pas à son meilleur à f5.6. Il est plutôt à son meilleur 1 ou 2 stops plus loin. Et justement, c'est là où quelque part, il y a des objectifs pour lesquels malheureusement on n'aura jamais un piqué extraordinaire, parce que quand on ouvre à f5.6, si on doit se décaler de 2 stops pour compenser les aberrations optiques, et ben on arrive déjà On se mange largement dans dans la la diffraction. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment un optimum à trouver. Mais ça, c'était très vrai pour les optiques réflexes, notamment. Ça l'est de moins en moins pour les optiques hybrides. Enfin, franchement, la plupart des tests qui sortent sur les optiques récentes, même ouvrant à 1.8, qui sont des gammes, on va dire, abordables, on se rend compte que le piqué obtenu et la correction des défauts optiques dès la pleine ouverture devient assez bluffant, quoi. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi une incitation pour aller vers ce type d'appareil désormais? Alors, d'un point de vue conception optique, moi je vais parler de ce que je vois comme étant la plus grosse différence quelque part entre les optiques réflexes et les optiques hybrides. C'est que les optiques réflexes interdisaient par définition d'utiliser les 40 ou 45 derniers millimètres entre la dernière lentille et le capteur. Et ça, c'est une énorme limitation, parce que, en fait, quelque part, si je devais faire une analogie avec du Scrabble. Ce qu'on appelle le tirage optique, hein. Oui, c'est ça, le tirage mécanique. Quelque part, ces optiques-là, elles comptent double en termes de correction des aberrations. Dans de la conception optique, il y a des endroits qui sont plus importants que d'autres, on va dire. Donc, les optiques qui sont proches du diaphragme, elles sont très importantes. Et les optiques qui sont tout à la fin du chemin optique Les sont très lentilles, tu veux importantes. dire. Oui, Ouais. c'est ça. Les lentilles, pardon, excuse-moi. Et donc, en fait, quelque part, là, en rapprochant la dernière lentille du capteur, eh ben, on arrive à gagner un petit peu en performance par rapport aux optiques de réflexe. Donc, on a là-dessus gratté un peu. Le compromis est peut-être un peu moins difficile pour les concepteurs optiques. Et puis, je pense aussi qu'il y a une deuxième évolution, c'est qu'en fait, on peut se permettre de faire des calculs d'autant plus longs qu'on a des machines puissantes. Et c'est vrai qu'en termes de force brute, les ordinateurs d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus puissants que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années, et beaucoup plus puissants que ce qu'il y avait il y a 50 ans, quand les gens faisaient les calculs à la main, en fait. Parce qu'il y a 50 ans, les calculs des formules optiques, c'était fait à la main. Ok. Et alors, il y a un autre paramètre aussi qui revient de temps en temps dans cette notion de piqué, c'est la notion de distance de mise au point. Et il semblerait que les objectifs soient optimisés pour un usage à une certaine distance de mise au point. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Oui. Alors, comment ça se matérialise, ce truc-là? Alors ça, c'est la partie où, en général, il n'y a pas de communication de la part des marques quand elles le mettent en vente, l'objectif. Et moi, je peux donner quelques observations, entre guillemets, personnelles, mais voilà, je garantis pas que c'est ça qui se passe. À ma connaissance, la plupart des objectifs sont optimisés pour à peu près 5 fois la distance minimale de mise au point. Ok. Et de temps en temps, il y a des objectifs qui sont très marketés comme étant pour de l'architecture, et eux sont plutôt optimisés un peu plus loin, donc peut-être 20 fois la distance minimale de mise au point. Tu veux dire plutôt des optiques grand angle, du coup? Souvent du grand angle avec très peu de distorsion, typiquement des 20 mm, faible distorsion, des choses comme ça. Et eux, ils sont conçus quelque part pour de l'architecture, et donc ils sont plutôt optimisés pour 20 mètres ou quelque chose comme ça, plutôt que pour 2-3 mètres. La plupart des optiques à portrait sont optimisées pour une distance qui est typiquement de la classe 1,5 m, 2 mètres, quoi. Ok. Et ça, c'est des choix, des compromis qui se font à la conception au moment du calcul de l'optique dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. En fait, c'est que du coup, quelque part, on va faire une sorte de métrique de la qualité de l'image produite pour une distance donnée, donc une distance de mise au point donnée. Et donc, quelque part, il faut bien choisir à un moment donné la distance de mise au point pour calculer notre qualité d'image. Et on est obligé de choisir une distance de mise au point qui correspond à un cas d'usage typique. Donc, ça va être, si on est en portrait, on va choisir à 1 mètre ou 2, parce que c'est à peu près la distance à laquelle les gens vont faire un portrait. Mais après, quelque part là-dessus, c'est là où, en fait, le côté polyvalent des optiques peut éventuellement être un peu limité. C'est que, avoir une optique qui marche aussi bien entre une distance minimum raisonnable et l'infini, peut-être que c'est pas toujours le cas. Et les gens qui le voient le plus, en fait, je pense que ce sont les astrophotographes, typiquement, parce que souvent les optiques les optiques pas chères, grand angle, qu'ils pourraient utiliser, sont justement pas optimisées pour l'infini, en fait. Et donc Ok. c'est là où ils voient les défauts. Et donc c'est là où, par exemple, peut-être le 14 mm Ouais. dont on parle va peut-être améliorer les choses pour certains astrophotographes, parce que lui, il sera visiblement, du marketing que Conçu je pour vois, ça. conçu pour de l'astro, donc probablement conçu pour une mise au point à l'infini.
Faut qu'on fasse revenir Thierry Legault, grand spécialiste de Il l'astrophotographie, était extraordinaire, lui. qui bosse en Sigma pas mal. Et à mon avis, le 14, il va le titiller. Bon, alors, on a expliqué un peu les choses qui tournent autour du piqué. On a abordé donc les différents phénomènes qui peuvent altérer la résolution d'une optique. Il s'agit des aberrations. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces fameuses aberrations. Alors, il y a deux grandes catégories d'aberrations. Il y a ce qu'on appelle les aberrations géométriques et ce qu'on appelle les aberrations optiques. Je propose qu'on commence par parler des aberrations géométriques. C'est quoi exactement une aberration géométrique? Comment ça se matérialise et comment surtout on peut essayer de s'en débarrasser? Alors, je me suis torturé cette nuit en préparant cette discussion sur les aberrations, sur la manière dont on allait pouvoir expliquer ça en étant relativement simple et facile à comprendre pour le plus grand nombre. En fait, en ayant bien retourné tout ça dans ma tête, je me suis dit que peut-être le meilleur moyen, c'était de repartir de notre image là, de la lentille simple qui faisait un Ouais. point, enfin la loupe qui fait un point. On a en gros deux types de problèmes. On a des problèmes de grandissement, c'est-à-dire que l'image produite par la loupe, elle est plus ou moins grande. Donc ça, c'est typiquement les aberrations géométriques dont tu parles. Et on a des problèmes de mise au point, de où ça se met au point. Et ça peut varier en fait en fonction des rayons lumineux, de où ils sont dans l'optique, etc. Et ça, c'est la partie plutôt aberration optique. Ouais. Donc c'est juste pour donner une sorte d'image mentale aux gens, parce que le sujet est vraiment très ingrat à traiter à la fois en audio sans des schémas, etc. et en même temps, là, comme ça, en un temps réduit, quoi. On va y arriver, t'inquiète pas. On va faire au mieux. Et donc, quelque part, donc les aberrations géométriques, c'est des problèmes de grossissement qui varient en fonction de l'endroit où on est dans le champ. Donc, Ouais. typiquement, la distorsion, il n'y a pas de distorsion au centre d'une image. En fait, par définition, Mhm. on est au centre d'une image, il ne se passe rien. C'est quand on s'écarte qu'on va avoir un grandissement qui va changer. On retrouve ce problème-là d'ailleurs avec tout ce qui est aberration chromatique latérale. Et donc ça, c'est les fameuses franges vertes, pourpres, etc. qu'on voit souvent sur des bords de contraste un peu forts. Donc typiquement, je sais pas, un arbre qui serait sur un mur blanc, on verrait sur le bord de l'arbre des franges. Et en fait, c'est qu'on n'a pas la même dimension d'image entre la lumière rouge, la lumière verte, la lumière pourpre, etc. Et c'est ça qui crée ce problème-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est purement géométrique, effectivement. Et l'aspect optique, donc c'est là où on va avoir les problèmes des rayons qui ne se focalisent pas tous au même endroit. Alors, il y en a plusieurs, je vais essayer de les couvrir rapidement, et juste pour essayer de donner une intuition aux gens aussi. Donc peut-être la plus facile à comprendre, c'est la courbure de champ. C'est une des plus simples, c'est qu'en gros, le point de mise au point, le plan de mise au point n'est pas le même, quel que soit l'endroit où on est dans le champ. C'est-à-dire qu'en fait, le plan de mise au point, c'est pas un plan, c'est un arc de cercle, il est courbe, et donc plus on s'éloigne dans le champ, et plus on est défocalisé si jamais on a juste un plan. Donc ça, c'est une vraie aberration qui est complexe à gérer. Typiquement, sur les technologies de smartphone, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a une lentille qui est mise sur le capteur, vraiment sur le capteur lui-même, et qui permet de corriger cette planéité. Il y a eu pendant très longtemps des discussions. Des études sur des capteurs courbes. Ouais, justement. exactement. J'allais en parler sur les capteurs courbes. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus parce que c'était un moyen de corriger cette aberration-là. Donc ça, c'est peut-être le cas le plus simple. Après, en un tout petit peu plus compliqué, on a l'aberration sphérique qui repose un peu sur le même problème. Mais celle-là, elle arrive même au centre de l'image. Et donc là, en fait, le souci, c'est que les rayons qui passent par le centre de l'optique ne focalisent pas au même endroit que les rayons qui passent par les bords de l'optique. Donc plus on s'éloigne en fait du centre de l'optique, et plus on a un défocus. Et donc au lieu d'avoir une tache bien nette, on a quelque part une sorte de grosse patate avec des rayons qui ont focalisé un peu avant, un peu après, etc. Mais donc, est-ce qu'on peut les corriger après, ces défauts-là? Parce qu'en amont, parfois, c'est inévitable. Et est-ce qu'un logiciel comme DxO, on en a parlé en début d'émission, permet de rattraper le coup? Eh ben, alors déjà, pour pouvoir les corriger, il faudrait déjà savoir exactement quelles aberrations on a. Et ça, c'est un peu le travail que fait Marie-Catherine. D'ailleurs, je la salue au passage si jamais elle nous écoute. C'est de justement essayer de mesurer les défauts qui existent pour pouvoir derrière proposer éventuellement des corrections. Et alors, C'est les pour ça corrections, qu'on télécharge des profils d'optique ou de couple boîtier voilà, optique. c'est ça. Les corrections, elles sont
forcément, elles ont leurs limites aussi, en fait. C'est que, quelque part, on fait, alors en mathématiques, ça s'appelle une opération de déconvolution. Donc, en gros, on essaie de soustraire à quelque chose qui est censé être parfaitement net, en fait, une tâche qu'on a mesurée. Le problème, c'est qu'en général, quand on fait ça, on crée du bruit dans l'image, on rajoute potentiellement des artefacts, et donc quelque part, le trade-off n'est pas toujours à la faveur de l'utilisateur là-dessus. Donc, il y a des fois où ça se passe très bien, et il y a des fois où, en fait, on n'arrivera pas à faire vraiment mieux. Voilà. On peut quand même aider un peu. Enfin, les modules de DxO, moi, je trouve, en moyenne, ça aide quand même pas mal pour les optiques un peu vintage ou pas forcément parfaites, mais ça a ses limites aussi, quoi. Mais il y a tout aussi une série de technologies optiques qu'on retrouve d'ailleurs chez plusieurs constructeurs qui permettent de limiter, voire d'essayer de faire disparaître ces problèmes-là. Je veux dire, on entend toujours parler de lentilles asphériques, on entend parler de verres à faible dispersion, voire très faible dispersion, voire très 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 faible dispersion. Finalement, toutes ces technologies optiques, c'est un tout pour essayer d'avoir la meilleure qualité d'image possible, où certaines technologies vont s'attaquer à un certain type de problème, un certain type d'aberration. Chacune des technologies a sa propre aberration à gérer. Donc typiquement, les technologies là, sur les verres à faible dispersion, c'est uniquement pour les aberrations chromatiques. Ok. Ça n'agira pas sur, par exemple, les problèmes de coma ou d'astigmatisme ou même d'aberration sphérique qu'on a évoqué juste avant. Les verres asphériques, eux, vont gérer typiquement l'aberration sphérique. Quelque part, j'ai presque envie de dire c'est dans le nom, mais Il y a même asphérique. Laowa qui propose des optiques zéro distorsion. Ouais. Ouais, Est-ce c'est que ça vraiment marche, zéro ça distorsion, Ouais, ça c'est possible. ah oui, on peut très bien décider d'optimiser pour avoir pas de distorsion. Ça oui, on peut l'optimiser pour ça, entre guillemets. Après, ça se fait souvent au détriment du piqué, notamment sur les coins de l'image. Mais bon, c'est un choix de. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent voilà, moi c'est plus important pour moi d'avoir pas de distorsion. En architecture, ça fait sens. Typiquement, ouais. Et c'est pareil, je veux dire, on a parfois, on n'en a pas vraiment parlé jusque-là, mais en vidéo, on a parfois des demandes qui sont pas les mêmes qu'en photo. Typiquement, tout ce qui est focus breathing, c'est un problème qui existe en vidéo, qui n'existe pas vraiment en photo. C'est qu'en fonction de où on fait la distance de mise au point, eh ben, en fait, on peut avoir un léger changement du grossissement. Et ça, en photo, on s'en fiche totalement, puisqu'on va prendre une seule photo à une seule distance donnée. En vidéo, quand on veut avoir un plan séquence où il y a quelqu'un qui se rapproche, bah c'est quand même très désagréable d'avoir un grossissement qui Ça varie. peut être un effet voulu, mais c'est rare. Ouais. Donc voilà, donc typiquement des optiques cinéma vont essayer d'optimiser pour ce problème-là. Donc quelque part, chaque aberration, il y a des aberrations qu'on peut très bien accepter sur des images, mais en fait, chaque cas d'usage a ses aberrations proscrites qu'il ne peut littéralement pas accepter. Donc le cinéma, ça va être peut-être le focus breathing, l'architecte, ça sera la distorsion, celui qui fait des paysages, ça sera peut-être les aberrations chromatiques. Voilà, quelque part, chacun a sa petite fixette. L'astrophotographe, ce sera probablement l'astigmatisme, l'effet des espèces de croix, les étoiles en croix au lieu d'avoir des étoiles bien nettes. Ça, c'est un problème d'astrophotographe. Et donc le travail quelque part côté optique, c'est d'essayer d'anticiper le cas d'usage de l'optique et d'essayer de maximiser les performances qu'on souhaite en supprimant les défauts qui pourraient gêner l'utilisateur à la fin. C'est qu'une histoire de compromis. C'est qu'une histoire de compromis. On essaye de l'expliquer depuis plusieurs émissions où on aborde ces thématiques-là. Il y a effectivement des optiques conçues pour des usages spécifiques et tout est une question de compromis. Et que même quand qu'on mette 600 €, 1500 € ou 10 000 € dans une optique, eh ben, les compromis seront mis ailleurs, mais c'est qu'une histoire de compromis. Timothée, pour terminer, le vignettage, c'est alors là pour le coup, ça peut être un parti pris esthétique d'avoir du vignettage dans ces images. Ça vient de quoi? C'est une aberration, le vignettage, ou pas du tout? C'est qu'on a mal placé son pare-soleil en général. Ou qu'on a un problème de taille de capteur. Ça peut être ça en fait, hein. Ça peut être un problème de taille de capteur, hein. Parfois, il y a eu des cas de figure de gens qui ont essayé typiquement de recycler des optiques pour APS-C en optique full frame et qui se sont rendus compte qu'en fait ça ne marchait pas. En fait, le vignettage, donc c'est pas une aberration d'un point de vue optique. Il y a quelques effets physiques qui sont vrais pour le vignettage et qui sont
un peu naturel. En fait, quelque part, on n'y pourra rien par rapport à l'ouverture. C'est ce qu'ils appellent en physique, on appelle ça la loi en cosinus 4. C'est la puissance 4 du cosinus. C'est quelque part la lentille de dôme qui est en tête. Elle va accepter des rayons lumineux jusqu'à un certain angle. Et plus on va avoir une grande ouverture, et plus on va avoir un effet de dôme qui va être marqué, et plus on va perdre des rayons sur le bord. Et donc là, il y a une dimension qui est quelque part, on n'y peut rien. Côté conception optique, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment les lois de la physique. Le plus souvent, ça reste quand même un problème de vignettage, ce qu'on appelle mécanique. Donc en fait, des parties de l'optique qui cachent une partie des rayons lumineux. Et en général, le vignettage, c'est aussi un compromis entre la dimension des optiques. Donc ça, on en avait discuté juste avant l'enregistrement. C'est par exemple le 105 mm f1.4 de Sigma a voulu absolument avoir pas de vignettage, alors que celui de Nikon a du vignettage. Il y a quand même peut-être 600 ou 700 grammes d'écart entre les deux. On parle de deux optiques en monture réflexe, on Voilà, rappelle. c'est ça. Ouais. Donc peut-être que c'est un choix qui se regarde de ce point de vue-là. Après, c'est aussi un choix par rapport en fait à tout ce qui est les haloparasites, donc les flares, les ghostings, tous ces trucs-là. Donc les réflexions internes dans l'optique. Donc quand il y a en fait, quelque part, on essaie de protéger les réflexions, enfin protéger l'image finale des possibles réflexions internes dans l'optique. Et ça introduit forcément un peu de vignettage. Et donc là-dessus, il y a souvent un arbitrage à faire entre est-ce qu'on veut vraiment une optique qui résiste très bien au flair ou est-ce qu'on veut une optique sans vignettage, et on ne peut pas vraiment toujours avoir le meilleur des deux mondes. Bon, eh ben écoutez, on va conclure cette discussion sur ces mots. On a évoqué beaucoup de termes, beaucoup de notions liées aux optiques, à la qualité d'image et à la qualité optique. Évidemment, on pourrait faire une émission dédiée sur chacun des termes que l'on a évoqués ici, mais voilà, on a déjà un beau panorama des notions importantes à connaître et comprendre quand on s'intéresse à l'univers des optiques en photo. Merci beaucoup Timothée de nous avoir tout expliqué. Alors je ne sais pas qu'on a tout compris. Faut prendre des mais, notes. Ah, c'est vrai, une émission comme ça, faut vraiment prendre des notes. mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de choses. Merci beaucoup. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec l'ingénieur Timothée Cognard pour parler optique. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Timothée, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit dans cette émission. Première question, c'est quoi la focale d'une optique ? La focale, ça serait quelque part le champ vu par le capteur quand on essaie de faire une image. Ok. Et on renvoie à ton image mentale de la loupe pendant l'émission qui est assez explicite, finalement. Oui. La focale est une distance qui correspond à un angle de champ, à un angle de vision. Plus la focale est courte, plus cet angle est large. Et à l'inverse, plus la focale est longue, plus cet angle est étroit. Deuxième question, à quoi correspond le cercle de couverture d'un objectif ? C'est le cercle formé sur le plan où on essaie de faire l'image, dans lequel on a une image qui est nette et qui est bien résolue et qui a toutes les propriétés qu'on voudrait avoir pour pouvoir faire une image d'un point de vue photographique. Et ce qui fait finalement que certains constructeurs développent des gammes d'optiques hybrides conçues pour le 24-36 et d'autres conçues pour le format APS-C, c'est que finalement plus le cercle de couverture est petit, enfin plus le capteur est petit, plus c'est simple entre guillemets, d'obtenir une qualité d'image sur une bonne qualité d'image. Il est plus simple d'obtenir une bonne qualité d'image sur une petite surface que sur une plus grande, c'est bien ça ? Oui, modulo la taille des pixels quand même, parce qu'on peut être à taille de pixels comparable, et donc dans ce cas-là, Il y a des capteurs APS-C de 40 millions quand même aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas tellement, je dirais, la taille du capteur, c'est plus une capacité à faire des optiques qui sont plus compactes, avec des tolérances en général un peu plus faciles, beaucoup plus plastiques, etc. Et donc des gammes un peu moins chères et peut-être plus accessibles pour le plus grand nombre. Qu'est-ce que l'ouverture d'un objectif ? Donc l'ouverture, c'est la capacité d'un objectif à collecter un maximum de lumière. Et en fait, en général, on le résume par l'ouverture maximale possible.
On a dit qu'on pouvait éventuellement la changer, cette ouverture, sur le boîtier, mais c'est l'ouverture maximale possible pour l'objectif. On a effleuré la vidéo pendant notre discussion, on n'a pas parlé de la transmittance. Là, c'est une valeur qui est indiquée pour les optiques vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les valeurs d'ouverture mentionnées sur les optiques vidéo et celles qu'on évoque en photo? Oui, alors en fait, la différence, c'est que en photo, donc quelque part, c'est juste une histoire de taille de pupille par rapport à la focale. Et on ne présuppose pas de la quantité de lumière qui va vraiment être transmise jusqu'au capteur. Il se trouve que avec les différents, typiquement les coatings qu'il y a sur les optiques, on arrive à Les revêtements. on arrive à un petit peu améliorer la transmission optique, mais sinon, une vitre typique, elle fait perdre à peu près 4% de la lumière qui lui arrive dessus et qu'elle ne transmettra pas. Le problème, c'est que quand on est en train de dire qu'on va en accumuler peut-être une quinzaine de lentilles, ça commence à faire beaucoup de lumière perdue. Et côté vidéo, on a besoin de savoir, en fait, si on change une optique par une autre optique, est-ce qu'on va avoir la même exposition ou pas? Est-ce que quelque chose va changer dans l'image ou pas? Et donc, c'est pour ça que le côté vidéo se sont beaucoup posé la question de savoir comment ils pouvaient résumer, en fait, cette information de la transmission lumineuse. Et donc, le T, il correspond à ça, c'est la quantité de lumière transmise. Règle du pouce, le T sera toujours supérieur au F, équivalent. Donc une optique, par exemple, qui serait un 50 mm f1.4 sera un 50 mm T1.5 ou T1.9 ou quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait, on a perdu de la lumière. Donc on serait à T1.4 si on n'avait jamais perdu de lumière et qu'on avait l'équivalent de la photo. Et là, comme on a un peu perdu de lumière, on est toujours un peu au-dessus, un 5, un 6, un 9, je sais pas. Voilà. Très clair. Quels sont les paramètres qui influent sur la profondeur de champ? Alors là, c'était le point un peu contesté, je crois, de ce podcast. De ton point de vue à toi. Bah, la taille du capteur en fait partie. Je vois déjà les commentaires arriver. Bah oui, non, mais je sais, mais on va préparer un clash dans une émission prochaine. Non, mais c'est non, mais un oui, sujet qui revient régulièrement ouais. Et on est souvent pas d'accord les uns avec les autres. Non, mais moi, de mon point de vue, alors je veux bien ressortir les équations si vous voulez, mais la taille du capteur en fait partie, la focale en fait partie, l'ouverture en fait partie et la distance de mise au point en fait partie. Et c'est globalement les quatre informations dont on a besoin. Après, il peut y avoir des petites, on va dire, complexités techniques avec typiquement les lentilles apodisées, etc. Il y a des petites choses en plus qui pourraient rajouter de la complexité dans ce débat, mais au premier ordre, les 4 paramètres, c'est ceux-là. Ok, et ça fonctionne de ce sens-là, c'est-à-dire que plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est courte, plus la distance de mise au point est proche, plus la profondeur de champ est courte, plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est courte, plus le capteur est grand, plus la profondeur de champ est courte, et comme dirait notre ami Pascal Martin, la réciproque est évidemment vraie. Qu'est-ce qui caractérise le piqué d'une optique ? Eh ben, c'est quelque part le produit entre à la fois d'un côté la capacité à résoudre des détails fins, donc la netteté, et le contraste qui correspond à ces détails fins, donc la capacité à avoir une impression de vraie différence entre du blanc, du noir par exemple, à pas avoir une sorte de gris diffus. Et donc c'est un mélange de netteté et contraste. Et du coup, dans quelle configuration on doit mettre son objectif pour espérer obtenir le meilleur piqué possible? Alors moi, ma règle du pouce, pour faire simple, ça serait prendre l'ouverture maximale et descendre de 2 stops. Donc si on était à F2 par exemple, se mettre plutôt à F4. Donc là, on a le piqué maximal au centre, mais aussi l'image la plus homogène possible, puisque le piqué peut varier entre le centre et le bord des images. Ah, c'est pas qu'il peut, c'est C'est qu'il qu'il- varie, il varie. systématiquement, et le piqué sur les bords est systématiquement moins bon que celui au centre. Mais là encore, il faut regarder au cas par cas quand même et aller consulter les tests chez nos confrères, hein, que ce soit Réponse Photo ou Chasseur d'images ou encore les numériques qui procèdent à des mesures labo. On constate quand même que les optiques hybrides sorties récemment, je pense notamment à un Sony 50 mm f1.2, ont désormais un piqué superlatif à la pleine ouverture et même un petit peu plus sur les bords des f1.2. Donc à vérifier au cas par cas. Oui, bah, c'est toujours la limite de l'exercice, c'est de faire une règle générale qui ouais. ira à tout le monde, quoi. Est-ce que tu peux nous lister les différents types d'aberrations que l'on peut rencontrer dans un objectif? Alors, il y en a qui viennent de la partie
colorimétriques. Donc ça, c'est tout ce qui est aberration chromatique. On n'a pas tellement eu le temps de faire la distinction, mais il y a du latéral et du longitudinal, en fait. Et il y a même des aberrations plus compliquées, sphérochromatisme. Enfin, ça, c'est des choses, voilà, on n'a pas vraiment le temps de développer. Donc c'est tout ce qui va changer en fait en fonction de la couleur, les défauts colorés qui peuvent apparaître dans l'image. Il y a toute la partie géométrique pure, donc ça c'est souvent de la distorsion, donc du barillet, du coussinet. Éventuellement on parle parfois de distorsion en moustache quand il y a une sorte de mélange entre du barillet et du coussinet. Et il y a tout ce qui est, on va dire quelque part, des aberrations optiques dont on ne peut pas vraiment se débarrasser facilement, éventuellement en traitement, parce que la distorsion, on peut la corriger assez facilement en traitement. Les aberrations, par exemple, sphériques, de coma, d'astigmatisme, ou même de la courbure de champ, on ne peut pas vraiment les dégager derrière en traitement. Pourquoi certains objectifs vignettes? Alors, il y a du vignettage un peu naturel qui vient de l'ouverture. Donc, les objectifs à très grande ouverture ont une tendance naturelle à vignetter. Et puis derrière, c'est un peu quelque part un choix de construction. Et souvent, les ajouts de vignettage proviennent soit d'une volonté d'avoir des lentilles relativement compactes, soit d'une volonté d'avoir une très bonne résistance aux lumières parasites du soleil, flares, etc. Eh ben, ça me permet d'attaquer la dernière question. Comment on fait pour essayer d'éviter au maximum le flair? On met un pare-soleil déjà pour commencer, je pense que c'est une bonne manière de faire et puis on essaie d'éviter les gros contre-jours. Je pense que c'est les 2 règles de base. Après, malheureusement là-dessus, il y a pas de miracle, hein. Les optiques, qui ont des traitements, un peu insuffisants en termes de revêtement des lentilles, ne pourront pas forcément bien résister au flair, en fait. Ou au contraire, on peut aller le chercher, le flair, et obtenir de super beaux rendus avec des optiques anamorphiques, par exemple, comme les Laowa, qui produisent des jolis effets de flair avec des couleurs différentes selon les modèles. Peut être un flair doré, un flair bleuté, qui donne un certain cachet à l'image aussi. Bon, et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Timothée, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Romain. Avec le micro 4 tiers, on double la focale. Mais est-ce qu'il faut doubler l'ouverture aussi ? Si je comprends bien la question, c'est pour avoir un rendu équivalent, c'est ça ? J'imagine, Il ouais. faut diviser l'ouverture par 2 au premier ordre pour avoir un rendu équivalent. Alors donne-nous un exemple concret. Donc si on veut avoir un équivalent de F4 de plein format, il faudrait avoir un F2 en micro 4 tiers. C'est ce qu'on a dit pendant l'émission, c'est un sujet d'achoppement avec Pascal Martin. Si Mais tu moi, nous écoutes. je maintiens. Pas que avec lui, pas que avec lui. Ok, bon, bah voilà, Romain. Je suis école Timothée, moi. Ça marche. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Vincent. Et pourquoi pas une optique qui serait capable de créer de la lumière et aller chercher des ouvertures folles plus grandes que f0,95 ? Il y a des optiques qui sont plus grandes que f0,95. Il y en a eu une qui est très connue, c'est celle de Barry Lyndon de Kubrick à f0,7. Il y en a dans d'autres bandes de l'optique, typiquement en infrarouge, il y a des optiques qui sont à des très très grandes ouvertures, beaucoup plus que f0,95. Et je ne sais pas, pour rajouter de la lumière, ça s'appelle un flash, je crois, et ça, pour le coup, ça dépend pas de l'optique. Il a plus trop la cote, le flash, hein, par les temps qui courent. Il y en a de moins en moins. Il me semble que Canon avait fait un macro avec un optique avec des flashs intégrés, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça me dit quelque chose. En tout cas, regardez Barry Lyndon, sans modération. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Damien. Avec le passage à l'hybride, les prix des optiques deviennent complètement délirants. Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent sur ces optiques ultramodernes ? Je suis d'accord avec notre auditeur là-dessus. Pour le coup, c'est vrai que les prix, je trouve, ont beaucoup augmenté. Après, je sais
pas dire en termes de qualité optique. Moi, je pense que pour un usage loisir, il n'y a pas de raison d'aller acheter une optique à 1 500 €. Sur la qualité optique pure, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même eu des progrès. Donc moi, je considère qu'il y a eu des progrès. Est-ce que ça les vaut? Ça, c'est plus en fonction des usages. Et là, pour le coup, je peux rien. Moi, je suis pas spécialiste marketing et chacun verra, quoi. On commence à voir des modèles un petit peu plus abordables, hein, notamment les pancakes dont on a parlé récemment, Ouais. le 28 mm Canon, il y en a chez Nikon aussi. Donc espérons que cette démocratisation des prix et des modèles se poursuive un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils ont tous commencé très fort, hein. Ils ont sorti tous les blockbusters. Maintenant, il va falloir qu'ils développent la gamme par le bas. Pour le coup, ils vont être un C'était peu même obligés, quoi. des films d'auteur un peu rares, tu vois. Le 28 mm, le 28-70 f2 de Canon, qui est magnifique, hein, qui est un monstre, qui était une des premières optiques RF qui est sortie. Pour le coup, c'est un peu comme le Noctilux 58 mm f0.95 de Nikon. Superbe optique, mais bon, voilà quoi, réservé à un tout petit panel de gens. Je pense que quelque part aussi, l'apparition d'un marché de l'occasion va forcément contraindre les prix un peu à la baisse, parce que quand on est arrivé au début sur les premiers objectifs de ces montures-là, comme il n'y avait pas de marché de l'occasion, quelque sûr. part, il n'y avait pas de compétition. Donc ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient. De toute façon, les gens étaient obligés de les prendre. Là, il commence à y avoir un petit peu un début de marché de l'occasion, et ça, je pense que ça va forcément tirer les prix vers le bas. Et de la concurrence, dont le fameux Yongnuo dont on a parlé en début d'émission. Yongnuo. Allez, quatrième et dernière question qui nous vient d'une dénommée Delphine. Selon toi, c'est quoi l'avenir en termes de conception optique et sur quels critères les constructeurs vont devoir travailler? Alors, dur de répondre à cette question en 30 secondes. Je pense que déjà, il y a des progrès sur les verres, notamment sur les plastiques. En fait, la capacité à utiliser des éléments plastiques au lieu des verres, ça peut rapporter en conception optique peut-être des avantages sur les asphériques. Parce qu'aujourd'hui, on fait quelques asphériques dans une optique. Si on a une conception avec plusieurs éléments en plastique moulable, on pourrait avoir une conception avec que des asphériques, par Ça, exemple. c'est des trucs qui existent déjà, ça? Ça existe dans l'asphérique moulée. Ça existe dans tout ce qui est compact et smartphone, pas beaucoup dans les appareils haut de gamme. Ça Donc, pourrait en termes de alléger diamètre, le poids aussi. je pense que ça pourrait avoir des intérêts pour la conception optique, à terme. Bon, ok. Merci beaucoup. On conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Timothée, grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu discuter avec nous ce matin à nos micros. Est-ce que tu as des actualités que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Merci beaucoup à vous deux pour l'invitation. J'ai pas spécialement d'actualité. En ce moment, je travaille un tout petit peu sur tout ce qui est intelligence artificielle, générative d'images. Alors, c'est un aspect qui n'est pas forcément lié directement à la photo. Un petit peu quand même, hein. Un petit peu, merci. ça commence à se rapprocher, on va dire. Donc, je suis en train d'écrire un article de recherche un peu là-dessus. Je sais pas quand est-ce que je vais le sortir, donc je vais pas m'avancer sur une date, et je pense que de toute façon, les auditeurs, ils n'auront pas regardé un article de recherche. Tiens-nous au courant quand même, parce Ouais. que nous, c'est des thématiques qu'on Ouais, regarde c'est de plus en plus. C'est Et un sujet qu'on va peut-être aborder. Donc, si on fait une émission sur Midjourney, on t'invitera Avec plaisir. à venir causer de tout ça avec nous. Merci à toi, Timothée, d'être venu à nos micros. C'était vraiment super. La semaine prochaine, pour l'avant-dernière émission de la saison 6 du podcast, on vous donne rendez-vous au coin du feu avec un grand photographe. Nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Franck Seguin, illustre photographe de sport avec qui nous allons parler de sa carrière, de sa photographie et de sa vision de la photo de sport. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.